Bonsoir à tous et à toutes. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour ce rendez-vous de l'économie qui promet d'être quand même passionnant. Nous accueillons Farid Amblo, derrière moi, qui est le directeur du réseau Simplon pour les Outre-mer. Simplon est un réseau de fabriques numériques qui forme gratuitement au métier du numérique en France, dans ses territoires et à l'étranger. Le projet de Simplon est de faire du numérique un véritable levier d'inclusion et de révéler les talents parmi les publics peu représentés dans ce secteur. C'est à l'occasion de la mise en place de 2 nouvelles formations au numérique qui viennent d'ouvrir en avril que le directeur de notre centre de formation par alternance a pris la tâche avec Farid Amblo. Et grâce à un partenariat, le CFA peut bénéficier de l'expertise du réseau et de ses méthodes et outils pédagogiques innovants. Et ce soir, Farid nous invite à démystifier le numérique par la pratique avec une question qui brise les stéréotypes. Demain, tous ménagers et tous codeurs. Alors, j'ai le plaisir quand même de lui céder tout de suite la parole et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, Farid. Bonsoir. Alors, avant de commencer, on va commencer par une question. Je proposais en fait 2 alternatives. La première étant qu'on le fasse de manière descendante, c'est-à-dire que je vais vous expliquer ce que j'ai à raconter. Ce sera immensément passionnant, mais pas très interactif. Ou alors, on le fait de manière un peu plus interactive, mais là, j'ai besoin que vous participiez de manière forte. Donc, à vous de choisir quelle option vous choisissez, la 1 ou la 2. Ok, super, merci. Donc, comme vous avez choisi la 2, je change de micro déjà. Ça, c'est la première innovation de la soirée. Alors, tout le monde entend bien? Super. Alors déjà, le thème. Acculturation, est-ce que c'est une thématique qui vous parle? Est-ce que c'est un mot qui vous semble approprié? Et qu'est-ce que vous attendez derrière en termes de contenu, de réception, de ce que on va pouvoir échanger ensemble? Oui, j'ai entendu là-bas, donc on dit quoi? Découverte, très bien. Bon, là, il n'y a personne qui parle, donc je le fais moi-même, hein, je fais mon propre spectacle. Oui. Oui, tout à fait. Parlez un peu plus fort, parce que je pense que devant, ils n'ont peut-être pas entendu. Ok, très bien. Donc, ça, c'est super, c'est exactement ce qu'on va voir. C'est en fait à quoi ça sert le numérique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi. À travers quelques méthodes, vous expliquer un peu l'histoire du numérique aussi en France, pour que vous ayez une bonne compréhension de quelles sont les grandes étapes du numérique, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi, à quel moment on a fait ça. Après, derrière, on a toute la partie par la pratique. Donc aujourd'hui, on va voir aussi quelques outils qui vous permettent d'apprendre le code de manière facile, intuitive et rapide. Hop. Donc qui je suis? Donc Farid Amblo. Donc moi je suis à la fois directeur Outre-mer de Simplon et également directeur des opérations spéciales de Simplon. Madame la présidente de la CCI vous a fait une présentation de Simplon pour donner quelques chiffres pour que vous puissiez un peu situer qui on est et comment on a progressé aussi. C'est toujours important de savoir qui parle et d'où on vient. Nous, Simplon, c'est une société qui a 6 ans, qui a aujourd'hui une présence sur l'ensemble du territoire France, donc c'est-à-dire France métropole, hexagone, plus la France ultramarine. C'est 4000 apprenants formés en 6 ans. C'est aujourd'hui 217 collaborateurs à peu près et un écosystème de prestataires autour de nous qui est à peu près de 200 personnes. Donc globalement aujourd'hui, Simplon, c'est environ 500 personnes en 6 ans. Donc on a commencé comme start-up en 2013 à Montreuil avec un peu moins d'une dizaine de personnes pour aujourd'hui avoir cette situation-là. Donc après, vous avez mon parcours. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout un parcours technologique, à proprement dit. Moi, je viens vraiment de la branche plutôt commerce, marketing, finance. Mais j'ai appris le code tout seul.
Donc, ça vous démontre aussi la logique qu'il y a derrière sur l'apprentissage du code. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment sur tout ça, sur ce qui est Simplon, qui je suis? N'hésitez pas. Le but, c'est vraiment qu'on puisse échanger ensemble. Monsieur. Le code, voilà, très, très bonne question. Alors, le code, c'est le langage informatique. Donc, c'est le langage de programmation, c'est ce qui permet de commander les machines. Donc, très clairement, c'est comment je programme mon téléphone pour que ma boîte mail elle puisse fonctionner à tout moment. Et derrière, vous avez différents types de langages. Et dans ces langages-là, en fait, c'est comme, ça peut être le français, l'anglais, vous apprenez un langage sur lequel vous spécifiez et qui vous permet de réaliser des tâches. C'est bon? D'autres questions? Non? Super, on avance alors. Donc on commence d'abord par l'aspect plutôt économique. Aujourd'hui, vous avez, on va dire, un aspect économique très fort et derrière aussi un aspect politique qui est non négligeable des géants du numérique. Donc, globalement, si on prend ce qu'on appelle les GAFA, donc c'est Google, Amazon, Facebook, c'est tous ces grandes entreprises que vous connaissez tous et qui ont un pouvoir économique très fort, qui aujourd'hui font de la pression politique aussi avec les gouvernements. Donc c'est pour ça que vous avez un grand débat aujourd'hui sur comment on va taxer Facebook, comment on va taxer Google, à quoi ça sert de les taxer, qu'est-ce qu'ils apportent au territoire, où est-ce que produit la valeur. Donc tout ça, c'est dû à une maîtrise et une compétence très forte autour du langage informatique, qui a permis de produire des services principalement, qui ont absorbé immensément de valeur. Et donc, une des missions de Simplon, c'est de faire en sorte que cette maîtrise du numérique soit acquise par le plus grand nombre et soit diffusée dans le plus de public possible. Donc c'est à la fois les publics salariés, les publics demandeurs d'emploi, mais également comment demain on peut créer des sociétés qui créent de la forte valeur en Nouvelle-Calédonie via le numérique. Donc là, je vous ai mis quelques citations pour vous montrer à quel point le langage informatique, c'est devenu une compétence reconnue et nécessaire partout dans le monde. C'est-à-dire que tout le monde ne sera pas codeur, mais tout le monde, à un moment donné, devra comprendre ça sert à quoi le code, qu'est-ce que c'est le code, et qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien dans ma vie. Donc là, je vous laisse prendre connaissance de tout ça. L'idée, c'est vraiment que vous compreniez que c'est une tendance mondiale qui perdure dans le temps, puisque ça a commencé dans les années 90, et qui prend de plus en plus de place aujourd'hui dans nos sociétés. A contrario, le code n'a jamais été aussi facile à apprendre. Aujourd'hui, nous, on accompagne une initiative qui s'appelle la Hour of Code, donc l'heure du code, où on fait des initiations au langage informatique via un logiciel qui s'appelle Scratch, qui est un logiciel libre qui a été développé au MIT, et qui permet, à travers des briques, vous déplacez des briques, de comprendre les logiques de programmation. Et donc, là, je vous ai pris l'exemple de La Réunion. À La Réunion, c'est plus de 5000 personnes qu'on a formées, c'est principalement des jeunes, sur le dispositif Hour of Code. Mais globalement, donc ça reprend votre question, c'est quoi le code? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est concrètement? Concrètement, vous avez une définition là que je vous ai mise, c'est un ensemble d'instructions qui est exécuté par une machine, qui est ici identifiée comme réceptacle. Donc vous entrez vos lignes de code dans le réceptacle et ça vous fait une action. Donc très clairement, si je prends la partie input, c'est votre clavier sur lequel vous allez taper des lignes de code. Derrière, vous allez avoir un réceptacle qui va être en fait un ordinateur avec la mémoire, le processeur, enfin tous les outils que vous avez dans votre ordinateur. Et l'instruction que vous allez rentrer, par exemple, ça va être que si j'appuie sur la touche A du clavier, ça me fait un A à l'écran. Ça, c'est toute la partie sortie à output. Donc le code, ça permet de créer des logiciels et les applications qui facilitent l'utilisation entre la machine et l'homme. Y a-t-il des questions sur tous ces sujets-là pour l'instant? Ou c'est OK sur la compréhension? Oui? Très bien. C'est bon?
Donc, oui. J'ai entendu la première partie, mais pas le reste. Il y a un micro qui arrive ici. À quoi sert le code? C'est ça la question? Bah, la réponse est très simple. Aujourd'hui, le code, ça sert à tout. C'est-à-dire que globalement, si vous n'avez pas de ligne de code, cet outil ou cet outil, ça ne vous sert à rien. C'est très simple. Là, ça vous fait un bon cal livre, mais au-delà de ça, vous ne pourrez rien faire avec. Parce que l'interaction entre l'homme et la machine passe pas forcément par du code. Vous ne pouvez pas vous dire, je vais dire à la machine de faire ça, elle va le faire, si derrière, il n'y a pas une programmation qui est faite. Donc le code, ça sert à tout ça. Le code, ça sert aussi à contrôler et maîtriser ce que fait la machine. OK? Et donc tout ça, ça s'inscrit dans une histoire qui est très longue, au final, qui date de 1842, avec une femme qui s'appelle Ada Lovelace, qui a fait le premier langage écrit. Et elle, à l'époque, donc pour vous donner un peu titre de comparaison, c'est-à-dire qu'en 1842, quand on faisait du code, c'était à la main. C'est-à-dire qu'on écrivait des lignes de code à la main, dans des bouquins, on stockait tous les bouquins, et c'est à partir de ces bouquins-là que la personne qui faisait l'interface entre les lignes de code qui étaient écrites et la machine allait ensuite bouger les interrupteurs pour que ça corresponde à ce qui a été programmé. Ensuite, on a eu une grande partie en 1991 qui était l'avènement de Python. Donc Python, c'est un langage. Donc c'est un des langages que vous pouvez utiliser, qui est orienté objet. Donc c'est une problématique autour du code. C'est pas très... pour ce soir, ça n'a pas d'intérêt de s'étendre là-dessus. Et après, un autre langage que vous connaissez peut-être, c'est JavaScript, qui a permis de faire des pages interactives. C'est bon, on avance. Donc le code, c'est pas seulement un outil technique. Donc ça, c'est important de savoir. Souvent, on pense que le code, les codeurs, c'est un gars dans sa chambre qui code tout seul avec un hoodie. Tout ça parce que le code aussi, derrière, c'est une culture. C'est une culture qui a été fortement poussée par les Américains. Parce que derrière, il y a des concepts qui sont nés autour de ça, donc notamment ce qu'on appelle le hacking. Donc le hacking, concrètement, c'est comment je trouve des solutions alternatives, plutôt alternatives, qui me permettent de résoudre un problème. Donc un hack très simple, ça peut être aussi comment je fais pour éteindre mon interrupteur de manière simple, sans avoir à me lever. Donc le hack, c'est vous avez un bâton, vous appuyez sur l'interrupteur. Ça, c'est un hack. Après, c'est plus poussé dans la partie informatique, mais c'est vraiment ça le concept qu'il y a derrière. Donc là, on va s'étendre un peu sur trois sujets. Donc le premier étant comment le code hack la stratégie d'entreprise. Donc là, ça va être vraiment focalisé sur aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte le numérique dans les entreprises. En parallèle de ça, les nouvelles écoles du code. Il faut compreniez aussi que aujourd'hui, il y a des nouveaux talents qui émergent parce qu'il y a des nouvelles pratiques pédagogiques qui permettent aussi d'accompagner ces talents. Et un dernier point sur les écoles Rostar qui là sera plus orienté sur comment aujourd'hui on fait du code l'un des leviers de recrutement, donc avec toute une thématique autour de ça. Donc d'après vous, parce que si je vous demandais un exemple aujourd'hui de comment le code avec la stratégie d'entreprise, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Très bien. Quelqu'un d'autre a une idée par rapport à ça? Ok. Donc, je reprends parce qu'apparemment, on n'a pas entendu au fond. Donc, il y avait l'aide à la prise de décision et le système d'information. Gestion du temps, très bien. Sur toute la partie productivité, effectivement. Donc là, on est pas mal déjà sur là-dessus. C'est que vous avez une bonne compréhension de tout ça. C'est que l'idée du numérique en général, et du code en particulier, c'est aussi de créer de la valeur. Et la valeur, elle se crée de deux façons, pour le faire très simple. C'est soit vous avez de la valeur ajoutée très forte, soit vous gagnez en productivité. Et la productivité, elle passe par tout ce qu'on a vu avant. Donc c'est des hacks, c'est de nouveaux logiciels qui vous permettent d'avoir des meilleures décisions prises plus rapidement, l'analyse de bases de données très forte, mais également de se dire comment je fais en sorte d'avoir des prototypes qui arrivent plus vite,
qui me permettent de tester les marchés et savoir si ça va marcher ou pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle le lean. Donc, pour être très clair, le lean, c'est toute la mouvance agilité. Donc, c'est savoir comment je suis en capacité de délivrer un produit assez rapidement avec des enseignements qui ont été validés et que je teste auprès de mes clients et en recueillant de la donnée. Donc ça, c'est 2008 en fait. 2008, ça correspond à peu près à la grande vague des startups donc qui arrivaient, qui ont développé vraiment ce modèle-là. Donc le but de tout ça, c'est de se dire, OK, j'ai un projet qui prend 9 mois, comment j'arrive en 3-4 semaines à tester mon produit avec un produit minimum qui me permettra de tester toutes mes hypothèses, remonter des données, savoir si ce que je fais est bien ou pas. C'est bon pour tout le monde là-dessus ? Yes. Donc toujours dans cette mouvance-là, vous avez vraiment cette logique de comment j'accélère le passage de l'idée au produit. Donc maintenant, nous c'est ce qu'on fait surtout avec nos activités plutôt enfants. Dès l'âge de 3 ans, on les initie à toute la logique algorithmique. On le fait sans écran pour l'instant, parce que nous on a on va dire un postulat qui est que l'utilisation des écrans jusqu'à 7 ans, on essaie de le limiter au maximum. Donc à partir de 3 ans, on est quand même en capacité de travailler avec eux sur voilà, comment je peux aujourd'hui discuter avec ma machine, qu'est-ce que ça entraîne derrière. Et tout ça, c'est pour qu'ils aient la culture suffisante, une fois quand ils sont dans les entreprises, de pouvoir se dire, voilà, moi, ma culture, c'est une culture agile, je sais faire assez rapidement tout ce qu'il y a à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Sinon je continue d'avancer. Après, il y a toute une logique autour de la collaboration aussi. C'est comment aujourd'hui je suis en capacité de collaborer avec des personnes qui sont loin. Là, je vous ai pris vraiment l'exemple plutôt orienté développeur. Donc vous avez GitHub qui en fait est le réseau social des développeurs. Vous avez ce qu'on appelle un outil de versionning. Hein. Très clairement, c'est de savoir si le code que j'ai fait aujourd'hui est bon, sinon quelles sont les modifications que je peux y apporter. Et vous avez aussi des espaces de rencontre, des forums, donc là que vous avez plutôt sur la droite, avec Stack Overflow qui vous permet de poser des questions. Donc toute cette logique aussi de partage de la connaissance, c'est ce que le numérique a amené et qui permet d'avoir un vrai avantage concurrentiel par la suite. Et on a ce qu'on appelle l'innovation ouverte, hein, l'open innovation, qui est comment aujourd'hui on arrive à développer de nouveaux produits. Alors, vous avez tout à gauche la Firefox, qui est sur une logique open source. Donc, en fait, c'est un navigateur web, comme Chrome ou Explorer, qui a été basé en fait sur l'open source. Donc, c'est le partage du code qui a été fait, et du logiciel libre. Après, vous avez aussi toute la partie aujourd'hui des données qui sont ouvertes. Donc, c'est le recueil de données économiques qui permet d'avoir des informations concurrentielles sur tel ou tel secteur est-il intéressant ou pas. Et tout à droite, je vous ai mis, alors, ici, l'Open API. Donc, en fait, c'est comment on peut faire des relations entre Facebook et ses services. Et donc, là, c'était vraiment, bon, c'est de moins en moins vrai, mais ça permettait d'avoir une interaction, d'innover à partir des données et fonctionnalités qui étaient disponibles sur Facebook. Y a-t-il des questions? Ou c'est OK pour tout le monde? C'est bon? Super. Et vous avez aussi toute une logique autour de l'émulation. Donc pour simulation avec le hackathon. Donc le hackathon, très clairement, là c'est un exemple assez connu, c'est que le bouton like de Facebook, ça a été fait quand ils ont fait un hackathon en interne. C'est-à-dire que le bouton like de Facebook, c'était pas une fonctionnalité qui était pensée à la base, mais qui a émergé lors d'un hackathon en interne des salariés de Facebook. Donc ça vous montre aussi que derrière cette émulation pour stimuler l'innovation, ça peut avoir un impact très fort sur notre société au quotidien, parce que le bouton like, c'est devenu un emblème aussi des réseaux sociaux. Donc cette logique-là, vous avez les entreprises qui sont arrivées, qui ont dit on a besoin de développeurs, on a besoin de personnes qui comprennent le numérique. Comment on peut répondre à ça? Donc vous avez l'émergence d'écoles des codes.
de nouvelles écoles de code qui sont assez, on va dire, innovantes sur leur aspect à la fois des pédagogies, des supports et des méthodes. Mais ça vient surtout du fait qu'on sait du postulat de départ qui est que maintenant, au-delà de la base lire, écrire, compter, il devrait peut-être y avoir coder aussi. Et coder, ça ne veut pas dire la maîtrise du code, c'est comprendre ce qu'est le code. Et là-dedans, on est parti sur la littératie numérique. Donc, comment je suis en capacité de comprendre ce que ça veut dire big data, la blockchain, une donnée, c'est quoi? Tous ces sujets-là, c'est dans le sujet de littératie numérique. Et de plus en plus, ça devient un sujet de société. Vous avez aussi l'accès au métier de demain, parce que tout le monde ne va pas devenir codeur, mais de plus en plus de métiers intègrent cette partie de code. Que ce soit au travers des métiers du marketing, des métiers de gestion de la donnée, de la chefferie de projet aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aide à la décision, c'est 50% de machine, 50% d'humain, en fonction du contexte. Donc c'est super intéressant à étudier, parce que ça vous permet de savoir quelles sont les données fines que j'ai en ma possession qui me permettent d'avoir la meilleure décision. Vous avez toutes les logiques autour de la pensée computationnelle, qui est qu'en fait, comme je vous le disais, la force du code, ce n'est pas d'apprendre des langages, mais c'est surtout de comprendre l'approche logique derrière la résolution de problèmes. C'est-à-dire, est-ce que là, je peux optimiser mon service ou pas? Et si je peux le faire, comment je peux le mettre en place? Et tout ça, c'est basé sur les fondements de la théorie informatique. Également, la liberté par le savoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez de plus en plus que le code, ça permet de s'engager. Donc il y a des initiatives en ligne qui font que si on comprend la puissance du numérique, on peut avoir un impact très fort aussi sur la société. Y a-t-il des questions? Oui. Oui. La question, c'est est-ce que je peux donner un exemple sur la liberté par le savoir? Très clairement, quand on voit l'impact qu'a pu avoir les réseaux sociaux sur les révoltes dans le Maghreb, ça, c'est parce qu'il y avait une maîtrise des outils. Parce que si on ne maîtrise pas l'outil et on ne sait pas ce qui se passe derrière, on ne peut pas l'utiliser à bon escient. Quand on voit les politiques de censure, aujourd'hui, en fait, pour être très clair, le nouvel enjeu géopolitique, c'est qui va maîtriser l'Internet. Vous avez deux grandes mouvances, trois. C'est la mouvance européenne une mouvance protectionniste chinois-Russie, censure à tout va sur tous les réseaux, on protège notre territoire, c'est-à-dire que tous les services Facebook, etc., ils ne rentrent pas. Par contre, on fait émerger des géants chez nous qui nous permettent de contrôler l'échange de données. Donc ça, c'est plutôt la mouvance protectionniste qui est plutôt, on va dire, Chine, Russie, l'Inde qui commence à se positionner aussi là-dessus. De l'autre côté, vous avez la mouvance plutôt libérale américaine qui en ouvre tous les services, on crée des API, on a le contrôle des données, mais ça nous permet d'avoir l'innovation, savoir avec qui on pourra se challenger sur tous les continents. Et la 5G, par exemple, ça va être un enjeu très fort parce que les technologies 5G, vous avez deux grandes technologies, une technologie chinoise et une technologie américaine. Donc en fonction de ce qu'on va choisir les pays, ça va orienter le quotidien des citoyens. Et ça, tout ça, ça passe parce qu'il faut avoir une connaissance de ce qui se passe. Ça veut dire quoi, par exemple, quand j'envoie une donnée sur Facebook? Quand je suis en France ou quand je suis aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Et quand je suis en France, est-ce que je suis protégé ou pas? Jusqu'à quel degré de protection je peux aller? Tous ces enjeux-là, ils sont très très forts et il y a un vrai impact sociétal qui est en train de changer et de muter vraiment des territoires, des populations et notre rapport aussi au gouvernement, aux sociétés. C'est-à-dire que quand on voit la politique de censure qu'il peut y avoir en Chine autour d'Internet, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Chine, mais c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'en Chine, pour pouvoir avoir juste accès à Facebook, déjà, il faut créer un serveur virtuel. Enfin, c'est une vraie logique derrière, on va dire, de contre-mouvance de l'étatique. Et donc tout ça, ça s'inscrit vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que ça veut dire déjà. Si je vous dis serveur virtuel, vous allez me dire, ouais, c'est sympa, mais concrètement, c'est quoi? Donc, tout ça, ça travaille autour de ça. Une autre question? Non? Ok. Donc le code, ça peut s'apprendre tout seul. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des nouvelles structures, des nouveaux supports et des nouvelles méthodes. C'est ce que je vous montrais auparavant, c'est-à-dire que vous avez des espaces d'échange.
des structures auxquelles vous pouvez échanger pour dire bah, tiens, je veux apprendre tel langage, par quoi je dois commencer, sur quelle plateforme je peux aller. Vous avez des nouveaux supports. Vous avez par exemple Open Classroom, hein, qui est un de nos concurrents, mais qui permet de faire des cours complètement en ligne, diplômant derrière. Vous avez des nouvelles méthodes aussi. Donc, ce que je vous disais, c'est que vous avez beaucoup plus aujourd'hui de formats totalement en ligne qu'il pouvait y avoir auparavant, avec une logique de coaching, de tutoriel, etc. Mais quand vous combinez les trois, vous pouvez, techniquement, vous pourrez vous apprendre le code tout seul. Bah, ces nouvelles structures, c'est ce que dont vous parlez auparavant. Donc, ça peut être Epitech, Magic Maker aussi, qui est une entreprise qui apprend le code aux enfants. Donc, vous codez après l'école, vous faites des codings goûtés, enfin, ce genre de choses. Vous avez aussi les grandes écoles du code, hein, qui commencent à apparaître avec une concentration très forte. Et vous avez le code comme vecteur d'inclusion, qui est plutôt la mouvance dans laquelle nous on s'inscrit. Donc, c'est vraiment de faire en sorte que le code soit accessible à tout le monde, enfin tous ceux qui ont envie de l'apprendre, et de mettre en place des dispositifs de formation autour de ça. Les nouveaux supports, bah, c'est des supports qui sont super accessibles, super ludiques et très intuitifs. Donc, je vous parlais Scratch tout à l'heure dans mon propos liminaire. Globalement, c'est ça. Scratch, c'est assez simple à faire. Vous avez un bloc, vous le dépassez, ça fait une action. Donc, en termes de logique intuitive, vous ne pouvez pas faire plus simple que ça. Mais ça vous permet très vite de voir une action, ça correspond à telle ligne de code derrière, qu'est-ce que ça entraîne, comment je peux travailler dessus, etc. À titre d'exemple, par exemple, vous avez le Jacadi. C'est une très belle illustration de ce qu'est le langage informatique. Jacadi, levez-vous, c'est une condition. Si je n'ai pas dit Jacadi à vert, ça ne marche pas. Vous avez des boucles. Jacadi, levez-vous 3 fois. Donc nous, c'est cette approche-là aussi que vous pouvez transposer au code et qui vous permet d'avoir une approche très, très fine de ce que ça peut être le code. Et ensuite, vous pouvez apprendre par la bidouille. Aujourd'hui, vous avez des kits informatiques et des kits électroniques qui vous permettent de faire des robots pour aller 100 € en suivant des tutoriels en ligne qui vous permettent de tester très rapidement. Ben voilà, là, je vous ai mis l'exemple d'Arduino, mais vous avez du Raspberry, enfin, vous avez plusieurs choses. Et ça, c'est à la fois, ça vous permet d'expérimenter des projets domotiques, robotiques ou autres, et ça vous permet aussi de tester votre produit s'il est viable. Après, vous avez des circuits électroniques, vous avez aussi de Lego. Donc Lego qui a depuis 8 ans a lancé un programme éducation qui est centré autour de comment, avec les Lego, je peux apprendre le numérique et la robotique. Est-il des questions? C'est la CCI qui voit. Oui, a priori, il n'y a pas de souci, on vous le diffusera. Mais ce sera... Je ne sais pas si vous avez vos adresses mail quelque part, je ne sais pas trop comment ça se passe. Ouais. On vous fera passer une feuille. Pas de souci. Autre question, c'est bon? Ouais, exactement. C'est ça. En fait, c'est une plateforme où il y a... alors, c'est un peu plus que des MOOC, parce que vous avez un suivi coaching, et les cours, en fait, vous permettent d'aller vers l'emploi. C'est-à-dire qu'ils ont une démarche qui est de dire, vous voulez, par exemple, devenir développeur web, vous savez tout le dispositif développeur web en ligne, et à la fin, c'est sanctionné par un diplôme, qui est reconnu par l'État. Donc, c'est un peu plus poussé que les MOOC, parce que les MOOC, vous êtes plutôt sur des certifications, et ils n'avaient pas cette partie coaching en plus. C'est-à-dire que là, vous avez des points toutes les 2 semaines, si je m'abuse, où vous allez discuter avec votre coach, ben ça j'ai compris, ça j'ai pas compris, comment on peut aller plus vite sur tel ou tel sujet, et ainsi de suite. Ouais. Bah, c'est assez similaire, après c'est un peu plus poussé, et après il y a une logique aussi, on va dire plus commerciale sur plein de classrooms qu'il peut y avoir sur des MOOC. C'est-à-dire que là tout est payant de fait. D'autres questions? C'est bon? Super. Et donc, les métiers du numérique, c'est des métiers qui ont explosé en Europe, en France et partout dans le monde. Mais particulièrement en Europe, où on a un gros déficit aujourd'hui de développeurs,
de personnes maîtrisant la donnée, de personnes qui comprennent ce qu'est qu'un écosystème numérique. Et donc, ça fait que l'offre et la demande ont fait que les métiers ont explosé, qu'on a eu des développeurs qui sont arrivés. On a eu il y a quelque temps l'émergence des growth hackers. Je vous détaillerai tous les métiers par la suite et toute la logique autour de la métier de la donnée. Donc, c'est 3 métiers que je vous ai choisis pour qu'on échange là-dessus, que je vous illustre un peu ce que sont les métiers du numérique, vous compreniez un peu plus derrière ce que ça apporte ou pas. Donc vous avez ce qu'on nomme aujourd'hui les développeurs opérationnels, qui, comme vous le voyez, ils ne sont pas intégrés. Historiquement, c'était plutôt la DSI, la direction de l'information. Eux, ils sont plutôt côté marketing, RH, vente. Et donc, leur métier, c'est de répondre de manière réactive aux besoins des RH, par exemple. C'est de dire, j'ai besoin de trouver une solution de recrutement, il faut me développer un logiciel. Et ça, c'est leur métier. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois la compétence technique, mais surtout, ils ont une compétence de compréhension de quels sont les besoins métiers à chaque fois. Donc, c'est une spécialisation qui est très forte et qui permet, par exemple, pour des personnes qui ont fait la comptabilité de la RH et qui rajoutent une brique numérique, de se positionner sur ce type de compétences-là. De dire, voilà, moi, j'ai une compréhension métier, je sais développer assez rapidement tel ou tel site, voilà ce que je peux apporter à la société. Et donc là, l'idée, ce n'est pas de faire le logiciel du siècle, c'est de servir déjà ce qui est disponible en ligne, on va dire un peu l'implémenter, le complémenter, et après développer un produit. OK ? Oui. Tu sous-entends que, admettons que je sois comptable, ce qui n'est pas le cas, mais ça pourrait l'être, et Simplon où je me forme tout simplement seul au code, ça pourrait me permettre, je pourrais aller bidouiller, comme tu dis, dans un logiciel dans lequel je pourrais le faire. Très clairement, c'est ça la logique aujourd'hui. Et si on prend le cas de toutes les... Bon, prenons le cas de Station F, comme ça vous avez un repère un peu... Station F aujourd'hui, on va dire, 75% des entreprises qui sont sur place, c'est des entreprises métiers. Ce n'est pas des entreprises technologiques. C'est comment je fais du recrutement maintenant, comment je suis en capacité d'aller sourcer des talents, comment sur la compta je peux améliorer ma compta, etc. Donc c'est vraiment cette logique-là. Et si on regarde la population de Station F, c'est principalement des étudiants d'école de commerce, grandes écoles, des écoles d'ingé qui se mixent sur des sujets. Donc c'est vraiment ça. J'ai une compétence très forte sur la finance. Je fais un peu de code, j'arrive à bidouiller un prototype et après je crée une équipe autour de moi qui est en capacité de réaliser mon projet. Mais la première étape, c'est vraiment ça. C'est se dire, voilà ce à quoi ça pourrait ressembler, comment on peut avancer ensemble, est-ce qu'il y a un marché ou pas derrière. Bon, d'autres questions ? Donc les growth hackers, ça a été la grande tendance les 4-5 dernières années. En fait, c'est du marketing digital, hein, pour être transparent, c'est ça l'idée. C'est comment j'arrive avec des compétences très fortes, sans argent, à trouver des volets de croissance très fortes. Donc, c'est par exemple comment je vais chercher les influenceurs sur Instagram qui vont pouvoir promouvoir mon produit, comment je vais pouvoir faire de la publicité Facebook, comment je vais pouvoir faire tout ça. Et tout ça, c'est ce métier-là. Donc, c'est un métier globalement de marketing, d'analyse de données, et un peu de numérique, mais les outils sont déjà là. Mais il faut quand même cette compréhension de ce dont je vous parlais avant, voilà, les mécanismes du numérique, quand on veut faire de la croissance, ce sont ça, ça, ça. Et ça vous permet d'aller sur ce type de métier également. Des questions ? Alors, la question, c'était sur un exemple concret, l'illustration. L'illustration, c'est Uber. Tout le monde voit ce que c'est Uber ? Uber, leur premier métier, c'était ça. C'était aller chercher les utilisateurs pour vendre leurs services. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Pour la petite histoire, Uber, ce qui leur a permis de survivre à un moment donné, c'était vendre des céréales. C'est ça qui leur a permis d'avoir de l'argent pour aller chercher des utilisateurs. Et comment ils ont fait ça ? C'est qu'ils ont créé des campagnes
pour se dire, bah, telle population, ils ont identifié telle population, ils disent cette population-là, c'est la population qui va utiliser notre service. Donc comment on peut les atteindre? Donc c'est pub Facebook, on fait beaucoup de pub Facebook pour aller les chercher. C'était faire des contenus en ligne sur YouTube, présenter leurs produits, etc. Donc c'est ça concrètement le growth hacking, c'est dire comment je peux aller chercher des clients de manière simple. Un autre exemple, c'est aujourd'hui vous avez beaucoup de ce qu'on appelle les smart food. En fait, c'est de la poudre qui est conditionnée pour être pleinement nutritionnelle. Et ça, l'enjeu pour eux, c'est d'atteindre le client. Parce que le produit, globalement, tout le monde sait le faire, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et ça, c'est purement ce métier-là. C'est-à-dire qu'ils ont des équipes chez eux qui, tous les jours, vont aller faire du testing sur telle campagne marche mieux en ligne sur Facebook, telle campagne marche mieux sur Instagram, telle campagne marche mieux là-dessus. Faire du emailing aussi, ça fait partie aussi de cette logique-là. C'est trouver tous ces biais-là qui vous permettent d'aller chercher des clients et leur proposer votre produit. Parce que vous avez de plus en plus de produits, donc comment vous atteignez une population aujourd'hui cible, c'est en passant par ces leviers-là. Parce qu'il y a beaucoup de... Si je prends juste l'exemple de la smart food que je connais un peu, vous avez en France 15-16 acteurs aujourd'hui qui font ça. Les bouteilles, les bars, etc. Et en gros, vous en avez 2 qui émergent beaucoup parce qu'ils ont été très bons là-dessus. Parce que le process industriel, globalement, ils font tous chez les mêmes gars. Donc, c'est vraiment après sur le branding, sur la marque et sur comment j'atteins mon consommateur. C'est bon là-dessus? Okay. Et après, vous avez un métier là qui est plus technique, qui est ce qu'on appelle le métier de data scientist. En fait, c'est l'analyse de données. C'est comment aujourd'hui, avec toutes les données que je peux avoir dans mon entreprise ou qui existent sur les réseaux sociaux, je suis en capacité de sortir des informations qui sont actionnables, où je peux prendre des décisions. Concrètement, c'est où vous avez 15 pages d'Excel avec des typologies de clients, l'achat, quel type de client ressemble le plus à ceux qui vont acheter mon produit, c'est ce métier-là. Et ça, c'est un métier qui a explosé avec LinkedIn et Facebook, parce que derrière, ça produit immensément de données. Il faut savoir qu'en gros, entre le début de l'humanité et puis la création de Facebook, on a créé autant de données que depuis 5 ans. Montrer un peu le rapport. Donc ça veut dire que ces données-là, il faut les utiliser si on veut en faire du business, ou alors il faut les protéger si on veut garder une certaine citoyenneté. Donc tout ça, c'est le métier de data scientist. Et donc cette maîtrise de la donnée, ça passe par compréhension de l'informatique, du langage, toujours à partir du code, il y a de la mathématique, il y a des stats. Donc au croisé de tous ces métiers-là, à la croisée de tous ces métiers, c'est là aussi qu'il y a le plus de potentiel aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de possibilités d'évolution. Globalement, le salaire d'un data scientist depuis 2008, il a quasiment quadruplé. Parce que faible potentialité en termes de formation, beaucoup de demandes, forcément les salaires ont augmenté. Y a-t-il des questions? C'est bon? Ok. Donc là, l'idée, c'est de passer vraiment à la partie interactive. C'est, pour vous, quel est l'impact du numérique dans votre organisation? Ou alors, si vous avez des questions sur tout ce que j'ai évoqué, c'était très large, il ne faut pas hésiter si vous avez besoin de précision ou autre. Madame. Bonjour. Moi, je voudrais bien que vous reveniez un petit peu sur le rapport entre le code et la blockchain. Je n'ai pas compris. Enfin, vous l'avez juste évoqué, mais ça m'a un peu titillé. Merci. Alors, le rapport avec le code, je n'ai pas souvenir d'avoir dit ça, mais je peux travailler dessus. Alors, la blockchain, déjà, c'est du code par essence. C'est-à-dire que globalement, on parle beaucoup de blockchain sur la partie production de Bitcoin, etc. Mais il faut savoir que pour produire un Bitcoin, en fait, c'est la résolution d'un problème informatique. C'est-à-dire que pour pouvoir obtenir un Bitcoin, il faut que vous soyez le premier à résoudre un problème informatique. Donc ça, c'est le premier rapport essentiel. Et après, derrière, des logiques autour de la cybersécurité, du cryptage des données. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou si vous avez une question plus précise par rapport à ça, n'hésitez pas.
Madame au fond. Merci David. Bonsoir. Bonsoir. En 2017, en fait, en Calédonie, il y a un premier hackathon qui a été initié. Et on s'est d'ailleurs rendu compte du petit écosystème de développeurs calédoniens qui sort jamais. Et là, on les a vus à l'œuvre. Et qu'est-ce qui est sorti de ce hackathon? C'était surtout la grande question en fait, des API, de savoir finalement les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, elles sont pas en fait, elles n'étaient pas en ordre de marche pour proposer des API aux développeurs qui leur permettent en fait de développer des services, des nouveaux services. Donc ma question c'est la suivante: comment inciter, acculturer finalement les organisations en Calédonie? Quel message peut-être on peut leur donner sur l'importance de développer des API? Ok. Déjà, est-ce que tout le monde voit ce que c'est qu'une API? Ok. Une API, en fait, c'est un service qui vous permet de vous connecter à une... si je prends les cas de Facebook, c'est un service qui peut vous connecter aux données de Facebook. Donc, vous avez votre produit, vous avez besoin de données que vous n'avez pas. Par exemple, quels sont les likes des jeunes de... non, j'allais dire 13, mais normalement, il n'y a pas le droit. Donc, 15, 18 ans en Nouvelle-Calédonie. Ça, je n'ai pas l'info. Mais si Facebook m'autorise à aller chercher cette info via une API, je suis en capacité d'aller chercher l'info. C'est ça, en fait, c'est un connecteur entre deux services, pour le faire très simplement. Alors moi, j'ai un avis qui est un peu mitigé sur les API. En tout cas, sur les API privées. Sur les API publiques, je suis plutôt ouvert et transparent là-dessus. Je pense que le message clé aujourd'hui de dire qui peut permettre de développer les connecteurs entre deux services, c'est de dire quelle est la valeur que ça va produire sur le territoire. C'est-à-dire que l'innovation, elle est aussi d'une approche nouvelle du traitement de données. C'est-à-dire que du même jeu, si je vous donne le même jeu de données à tout le monde ici, on va sortir des relations et des conclusions qui vont être totalement différentes en fonction de ce qu'on fait, de où on va, de nos biais aussi cognitifs. Donc tout ça, ça permet de créer des innovations sur un territoire. Pour la partie publique. Pour la partie privée, en général, les API, ce sont avec des grands comptes, Facebook, Google, etc. Et ça devient plutôt des vecteurs on va dire, de gouvernance des grands, des GAFA, à l'endroit des petits, plutôt qu'un vecteur d'innovation. Parce que souvent, quand une API fonctionne bien, un connecteur, du jour au lendemain, il vous dit il faut payer. Et donc, je prends le cas d'une startup qu'on a accompagnée, qui faisait une agence de voyage en ligne, un peu comme elle peut être Mr. Flight, Trivago, etc. Connectée à Google via une API. Google a vu qu'il avait commencé à avoir un essor de tous ces services-là. Ils ont dit, OK les gars, vous êtes gentils, mais maintenant c'est 25 000 € pour accéder aux données. Donc c'est à double tranchant les API. Quand c'est sur le public, je pense que c'est un vrai vecteur d'innovation et de croissance sur les territoires. Mais ça veut dire aussi que derrière, il faut que les services soient équipés pour. C'est-à-dire qu'il faut que les données soient claires, qualifiées, précises. Ce qui n'est pas tout le temps le cas aussi. Donc, si aujourd'hui vous avez la possibilité de pousser ce message-là, mon message c'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez travailler et créer de la valeur à partir des données qui sont peu ou pas exploitées, l'API c'est le meilleur vecteur aujourd'hui pour le faire. Ou alors il faut créer une plateforme d'open data, mais là c'est un autre sujet après. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok. D'autres questions, madame? Bonsoir. Je voulais savoir, dans les formations dont vous parliez tout à l'heure, comment vous intégrez une approche par l'usage, plus que le côté très technique dont vous parlez pour les jeunes, c'est-à-dire une approche qui soit en lien avec l'utilisateur, à la compréhension de l'utilisateur et plus empathique. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ma question, mais c'est de savoir si vous intégrez des notions qui sont vraiment de l'ordre de la compréhension d'un utilisateur. Oui. Non, je vais élaborer, mais la réponse est oui. La réponse, c'est qu'on a des cours j'aime pas trop le terme, mais de design thinking. Voilà. Comment aujourd'hui on arrive à qualifier les besoins utilisateurs autour d'un service. C'est ça le design thinking, pour le faire très simple. Après, il y a beaucoup de marketing autour, donc c'est pour ça que j'aime pas trop utiliser cette approche. Mais nous, la clé d'entrée, c'est de dire à tous ceux qui vont faire du dev, etc., que ce que vous faites, c'est pour faire du business. Et le business, vous le faites si vous connaissez votre client. Et savoir ce qu'il va utiliser. Et si vous ne savez pas ce qu'il va utiliser, ça ne sert à rien de faire un logiciel.
Donc, il faut que vous ayez une compréhension de quelles vont être les attentes clients. Et ça passe par ce que je vous ai montré aussi tout à l'heure, l'approche agile. C'est-à-dire de tester très rapidement avec son client le produit. Et lui dire, bah, voilà, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Ce que j'aime bien parce que, etc. Le qualifier à chaque fois. Donc c'est vraiment cette approche-là, nous, qu'on pousse. Après, il y a d'autres approches qui sont plus centrées utilisateurs dès le départ. Enfin, de toute façon, il y a ce qu'il faut, mais nous, notre sujet, c'est vraiment ça aujourd'hui. De toute façon, faire un peu caricatural, mais les produits technologiques aujourd'hui qui sortent, ce sont uniquement des produits de service, de compréhension des besoins utilisateurs. Parce qu'on vit dans une société où plus c'est facile d'usage, rapide, et ça nous permet d'être un peu plus fainéant, et plus ça va marcher. Donc le sujet, il est là aujourd'hui, c'est de comprendre ça. Donc si on ne comprend pas ce qui se passe, on ne pourra pas produire un service qui fonctionne. Monsieur Dufond. Merci, Jonathan. Oui, bonsoir. Juste pour continuer sur ce que vous avez dit, en fait, aux États-Unis, il y a un très grand expert et en fait, son métier est différent parce qu'il va accompagner les grandes entreprises contre les startups. Et il explique que les innovations, celles qui ont les meilleures chances de réussir, c'est ceux qui vont s'immiscer dans le parcours client des grandes entreprises. Je vais vous prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Le lecteur code-barre d'Amazon, c'est une innovation très très simple parce que c'est juste un lecteur de code-barre relié à un moteur de recherche. Mais cette innovation-là a mis des milliers d'entreprises américaines sous les, comment dire, les ont mis en faillite parce que quand un vendeur de chez Best Buy il va faire la démonstration du produit, mais en fait Amazon dit mais oui, ces produits-là je les mais 10% moins cher. Et en fait Amazon il va voler le client que Best Buy a payé le personnel, le stock et le magasin pour faire la démonstration de produits. Et en fait, sa méthode est inversée par rapport à la vôtre, parce que lui, il part toujours sur le parcours de client et voit comment on peut s'infiltrer et comment créer de la valeur. Ouais. Vous voyez il ne part pas du postulat technique. Ouais. Il va décomposer le parcours client de A à Z et il va essayer de voir comment il peut créer la valeur sur ce parcours-là. Oui, mais on se rejoint parce que nous, on ne part pas du postulat technique non plus. Et alors, Amazon, je pense que c'est Amazon comme Facebook, c'est des exemples qui sont assez intéressants. Parce que ça vous permet de voir aussi qu'aujourd'hui, on vit dans une société où la liquidité fait le leader d'un marché. C'est-à-dire qu'Amazon, pourquoi ça a réussi aussi au-delà de ça? C'est parce que c'est des gens qui brûlent du cash, qui ont brûlé énormément de cash. Brûler du cash, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont eu des exercices comptables pendant des années où ils étaient en négatif parce que derrière, ils avaient des fonds d'investissement qui remettaient au pot à chaque fois. Et ça leur a permis de tuer une grande partie de la compétition et de faire des moins 10%, moins 15%. Si vous prenez, en gros, la bottom line d'Amazon, enfin, c'est le résultat comptable, vous regardez un peu le résultat comptable, vous apercevez très rapidement qu'aujourd'hui, Amazon est rentable parce qu'il y a eu 15 ans où ils n'étaient pas rentables. Et ça marche aujourd'hui pour 80% des grandes startups qu'on connaît sur la place. Parce que derrière, c'est un modèle. C'est un nouveau paradigme économique aussi qui a été créé par le numérique. C'est on va être le leader du marché, on va perdre de l'argent, on le sait, mais par contre, personne ne va rentrer sur notre marché. Et ça, c'est une nouvelle approche économique aussi qui a été rendue possible par tout ce que j'ai montré auparavant. C'est parce que Uber, Lyft, enfin tous les compétiteurs d'Uber, c'est énormément de liquidité. Il faut vous rendre compte de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas des produits. Et c'est pour ça qu'en France, on a du mal à émerger sur certains des grands leaders européens, parce que ce n'est pas le même dispositif, liquidité, etc. Et qu'en France, vous ne pouvez pas perdre de l'argent pendant 16 ans et dire aux investisseurs tous les mois, en fait, il me faut 600 000 euros parce qu'on ne finira pas le mois sinon. Donc il y a aussi ça qu'il faut percevoir, c'est qu'au-delà de l'aspect client, il y a un aspect économique très très fort qui a changé tout le paradigme économique classique de je monte une société, il faut que je dégage 30% de marge, ensuite je réaffecte mes résultats, etc. Ça n'a pas été le cas pour Amazon, ce n'est pas le cas pour tous les startups qui se montent aux États-Unis, parce que derrière, il y a un enjeu de je suis leader de mon marché, je crée des barrières d'entrée tellement fortes que personne ne peut pas venir, ne peut y venir, pardon.
Et après, ben, j'arrive à remonter un peu mes prix ou pas. Netflix, c'est un exemple assez intéressant parce que Netflix, si on parlait un peu de la partie campagne, c'était à la base un loueur de DVD qui aujourd'hui est le leader du streaming, mais qui, du fait qu'il n'y a pas eu cette approche liquidité très forte et que les contenus ne lui appartiennent pas, donc là il y a une notion de contrôle de chaîne de valeur, aujourd'hui se retrouve dans un paysage concurrentiel qui va être très compliqué pour Netflix. Parce que tous les contenus qui sont sur Netflix, bon, c'est pour ça qu'ils ont mis, je crois l'année dernière, quasiment 200 milliards d'investissements sur la production de contenu, parce qu'il y a Disney, il y a Hulu, tous ceux qui produisent des contenus aujourd'hui ont dit, bah, c'est bien Netflix, ça a été sympa pendant 7-8 ans, on a vu que le marché marche maintenant, donc on va créer notre propre plateforme, on va mettre nos contenus dessus, on va faire du streaming. Donc il y a tout ça aussi qui a émergé grâce à cette nouvelle culture aussi du numérique, qui fait que vous avez changé beaucoup, que ça a changé beaucoup de paradigmes économiques, qui se sont dit, voilà, comment on va fonctionner aujourd'hui, comment on peut aller chercher de plus en plus de données sur l'utilisateur dans le cas de Facebook, et se servir aussi, il faut savoir que Facebook, et ensuite je vous laisserai, si vous avez des questions, a utilisé les données qu'elle avait sur sa plateforme en tant que outil de, je ne vais pas dire manipulation, hein, mais de contrôle d'autres sociétés et de lobbying auprès des politiques. Donc il y a ces enjeux-là aussi derrière le numérique. C'est que c'est des enjeux qui sont à la fois économiques, sociétaux et politiques de souveraineté numérique. D'autres questions, monsieur? Ouais, j'avais déjà une remarque par rapport à votre présentation, c'est que le premier codage est quand même dans le langage que vous utilisez sur toutes ces organisations. Et puis ma question, c'est la plus-value que vous attribuez à ces nouveaux métiers, est-ce qu'elle n'est pas en train de se déplacer sur la valeur de la donnée avec le développement... Sur la valeur de quoi, pardon? Des données. Ok. Puisqu'on voit se développer quand même beaucoup de systèmes de protection des données, des systèmes où effectivement on protège, c'est pas on codifie, mais on donne de la valeur à la donnée. Il y a des échanges, vous en avez cité quelques exemples. Et effectivement, est-ce que la tendance ne serait pas de valoriser plus la donnée que effectivement le bidouillage dont vous parlez avec ces différents métiers, et que justement on perde en service et que on dérive vers effectivement une matière première qui serait la donnée? Alors, je vais faire exprès une réponse caricaturale au maximum. La donnée, ce ne sera pas la possession de l'humain d'ici 5 ou 6 ans. C'est-à-dire que le traitement des données va être fait par l'intelligence artificielle parce que c'est elle qui sait le faire de manière la plus économique, la plus rapide et la plus efficiente. Après, on peut discuter des biais qu'il y a derrière quand on programme, parce que tout ça, il y a des biais cognitifs qui font que... Très simple, un exemple pour donner un peu de biais cognitif. Si aujourd'hui, on avait utilisé... comment ça s'appelle ? Parcoursup. On l'avait projeté sur les écoles d'ingénieurs, il y aurait 0,5% de femmes qui seraient rentrées. Parce que derrière, il y a un biais de données qui fait qu'on va se dire, bah, attends, je regarde derrière moi, il n'y a quasiment pas de femmes, donc les femmes ne veulent pas aller dans les écoles d'ingénieurs. Donc, il y a tous ces enjeux-là aussi qu'on peut traiter. Donc, c'est vrai qu'il y a un enjeu central autour de la donnée, mais l'enjeu, il est triple, en fait. C'est qu'on a un enjeu déjà de collecte. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui collectent la donnée, ce sont principalement les gros. C'est-à-dire que quand vous allez vous connecter sur Google, Gmail, que vous donnez votre parcours à Waze, etc., derrière, c'est toujours les mêmes groupes, au final. Hein, parce qu'il y a eu des rachats, de possession de données, etc. Donc, vous avez cette partie-là, qui est la collecte. C'est-à-dire comment moi, en tant que, par exemple, boulanger, je peux connecter de la donnée qualifiée, la rentrée, etc. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai une carte fidélité ? Oui, je me donne ma carte fidélité, je rentre mon nom, etc. Mais derrière, j'ai un autre travail de traitement. Vous voyez, la donnée, elle est précieuse, mais elle est compliquée à traiter. Et c'est là, aujourd'hui, où c'est pour ça que je parlais des métiers plus tôt, c'est là où les métiers entrent en action. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des personnes qui puissent vous dire, bah, tiens, tu as cette personne-là qui vient tous les 3 jours acheter du pain, tu sais que tu as un pic d'activité, des fois elle vient, il n'y a plus de pain, comment on fait pour... Mais ça, c'est du temps, très clairement, parce qu'il faut prendre le temps de le faire, et c'est aussi du temps sur la qualification et qu'est-ce que je vais en faire. Parce que si j'ai cette donnée qui est là, je la pose devant moi, après je continue à faire ma vie, ça n'a aucun intérêt. Donc il y a ça aussi, mais ça c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est
comment je la valorise? Est-ce que c'est une valeur que je garde pour moi ou qu'est-ce que je vais vendre à d'autres acteurs? C'est les scandales qu'on a pu avoir sur les cartes fidélité Carrefour, etc. C'est-à-dire que globalement, vous aviez vos données qui étaient passées à d'autres systèmes. Enfin, Carrefour, c'était peut-être pas... Voilà, les enseignes de supermarchés. Vous aviez des données qui étaient passées sur d'autres types par exemple des assurances qui allaient aller voir les personnes seniors en leur disant tiens, il faudrait peut-être vous assurer, faire une assurance vie, etc. Donc il y a ça, c'est comment on la valorise, parce que comme elle est précieuse, elle a un coût, et ça vous permet d'avoir de l'argent derrière. Et le dernier point, c'est ce que vous avez cité, c'est comment je la protège. Et protéger une donnée aujourd'hui, c'est quand elle est chez vous, c'est plutôt simple. Si c'est dans votre maison, vous avez mettez sur un papier, c'est très simple. Mais dès qu'elle est en ligne, c'est compliqué, parce que la donnée, par essence, elle est fluide. Donc il suffit que vous avez, on parlait des API tout à l'heure, si vous collectez une API d'un site que votre donnée est dessus, elle n'est plus chez vous. Donc voilà, et donc il y a vraiment, c'est vrai qu'il y a un enjeu autour de la donnée qui est encore compliqué à comprendre pour les TPE, PME, et même pour les grands groupes. C'est-à-dire que vous avez des groupes aujourd'hui qui ont un placard de données, mais qui ne savent pas quoi en faire. Parce que derrière, il faut la traiter, il faut savoir quel est l'impact que ça peut avoir sur mon organisation. Une donnée très simple aujourd'hui, que vous avez de plus en plus sur les sites de recrutement, c'est le taux de turnover des sociétés. Ça, c'est une donnée qu'on n'avait pas il y a 4 ans, mais qui vous permet de dire, tiens, ces sociétés-là, il y a 25% de turnover, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Est-ce que vous avez envie de l'afficher, ça, comme donnée, si vous êtes la personne qui a les 25%? Donc il y a vraiment des enjeux autour de tout ça. Alors ça, c'est pas un frein non plus. On voit bien dans d'autres cas, comme par exemple le développement de supergrades. Oui, pardon. Oui, il y a quand même un développement à titre individuel, justement, de la protection de sa donnée personnelle. De dire, il y a de plus en plus il y a un courant avec pas mal de gens qui refusent de donner des indications sur des données personnelles, des choses comme ça. Il y a de plus en plus de protection. Il y a de plus en plus de gens qui ont peur de communiquer leurs données. Est-ce que c'est pas un frein, non, justement? Je ne suis pas si sûr qu'il y ait de plus en plus de gens. Ça, j'ai un gros doute là-dessus. Est-ce que, par exemple, il y a des gens qui ont un compte Facebook et qui avaient un compte Facebook et qui l'ont fermé suite au scandale de leak de données, enfin de partage de données en ligne? Une personne sur la salle. Ça, on peut le deviner. Parce qu'il y a des typologies aussi de comptes qui font que, globalement, c'est à peu près. Mais oui, effectivement, si vous n'avez pas de compte, qui n'a pas du tout de compte en ligne. Donc pas de compte Facebook, mais de compte en ligne, c'est-à-dire Google, Amazon, etc. 1, 2, 3. On va dire, allez, ça fait quoi? Ça fait 7% de population à peu près. Et aussi, c'est pas parce que vous n'avez pas de compte en ligne qu'on n'a pas de données sur vous. C'est aussi... Parce que quand vous naviguez, de fait, à partir du moment où vous allez en ligne, on a des données sur vous. Parce qu'on sait sur quel site vous êtes allé, on sait combien de fois vous y allez, etc. Donc on n'aura peut-être pas la personne, un titu personnel, mais on saura à peu près cette personne avec cette adresse IP, elle a tendance à aller sur des sites de fleuristes tous les 2 mois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une relation qui... Voilà. Donc tout ça, on peut le savoir, on peut le deviner. Donc si vous ne voulez pas avoir de données, le plus simple, c'est couper Internet. Et là, on va avoir un vrai sujet de qui veut couper Internet. Aujourd'hui, c'est strictement impossible de protéger sa donnée. Enfin, même, on voit sur le territoire, entre le site de la CAFAT, les données, les nombres de maladies des personnes, les nombres de trucs comme ça. Enfin, aujourd'hui, la donnée, on la trouve partout, même quand on ne veut pas la donner, en fait. En attendant. De toute façon, ça c'est exactement le problème de la donnée. Ça c'est né avec ce que je vous citais auparavant. C'est-à-dire qu'on a changé de business model et on s'est dit,
le service est gratuit, donc je fais ce que je veux dessus. Mais en fait, le service était gratuit d'un point de vue, on va dire, idéal. Mais concrètement, ce que vous avez vendu, c'est vos données. Et à partir du moment où vous avez dit « je suis prêt à donner mes données pour un service gratuit », c'est trop tard. Oui, juste pour peut-être préciser que tout ce travail-là peut être fait également sur la base de données anonymisées. Ce n'est pas forcément l'individu qui intéresse, mais tout un lot de comportements pour toucher une cible, encore une fois, globale ou individuelle le cas échéant. Ça reste valable tout à fait la protection de la donnée personnelle, mais encore une fois, dans l'usage, je pense que les grands groupes ne s'intéressent pas tant à monsieur un tel ou madame un tel, mais plutôt à un volume de vente, de marché, etc. Et madame, au fond. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'événements en fait, organisés par Simplon pour les enfants, les derniers que vous avez portés, soutenus, voilà, que ce soit avec Lego, Arduino, voilà, les types d'initiatives que vous soutenez pour les enfants? Alors, pour les enfants, nous, on a deux approches. Là, comme je vous disais, on a l'approche en dessous des moins de 7 ans, donc de 3 à 7 ans, où là, on est sur une approche pédagogique sans écran, avec des outils, des robots en bois, ce genre de choses, où ils font des puzzles. Et ça leur permet d'avoir une première approche de l'algorithmie. Et à partir de 7 ans, on passe sur ce qu'on a vu tout à l'heure, dans Scratch. Hop, voilà, pardon, je suis dans le mauvais sens. Scratch qui permet de comprendre et de commencer à coder avec du Scratch. Voilà. Donc c'est des blocs que vous bougez. Par exemple, vous avez un bloc qui dit avancer de X pas. Vous mettez ce bloc et le personnage à l'écran, qui peut être un chat ou un lutin, peu importe, et il vous montre l'exécution de cette commande que vous lui avez passée. Mais concrètement, en fait, vous allez dans les classes, vous faites des partenariats en fait avec des écoles primaires, secondaires. Comment est-ce que c'est eux qui viennent c'est ça en fait que je veux savoir. Concrètement, on a des événements. Donc, comme je disais, nous on est, par exemple, moi je suis ambassadeur de la Hour of Code, qui est un événement mondial qu'on positionne. Et donc là, on va dans les écoles pendant cette semaine-là, parce que ça dure une semaine. On fait des ateliers pour quasiment toutes les classes. Donc ça, c'est une partie. Donc c'est une partie événementielle où on va dans les classes. Ensuite, on a des ateliers hors classe dans des lieux qu'on a dédiés nous, où c'est des enfants qui viennent avec leurs parents ou pas, faire des ateliers de code. Et souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est avoir un aspect intergénérationnel. C'est faire en sorte aussi que les seniors que nous on accompagne sur plutôt de l'apprentissage de l'outil numérique puissent se croiser avec les enfants pour faire des nouveaux ateliers. On a fait par exemple un atelier autour de la nutrition où les seniors ont dit mais voilà, moi je mangeais ça parce que ça m'apportait tant. Comment aujourd'hui, qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? Et faire un petit jeu autour de je suis un jeune, qu'est-ce que j'ai mangé? Est-ce que je vais plutôt aller au McDo ou est-ce que je vais plutôt aller manger une pomme? C'était ça le sujet et ça on l'a fait à travers Scratch. Donc, là, il y a bientôt dans la zone Pacifique, il y a la RoboCup à Sydney qui va avoir lieu en juillet. Et là, s'il n'y a pas d'enfants calédoniens qui s'y rendent, si je ne me trompe pas, mais peut-être que pour la prochaine RoboCup à Bordeaux l'année prochaine, on pourra demander à Simplon de venir un peu peut-être dans les classes en Calédonie pour faire des ateliers. Ça pourrait être une perspective. Ça pourrait être une perspective. Y a-t-il d'autres questions? C'est bon? Donc ça y est, vous êtes des experts du numérique, c'est bon? Il y a madame qui a une question. Monsieur, ouais, c'est bon. Bonsoir. Par rapport à ce que vous disiez sur le code, ça voudrait, pour résumer, ça voudrait dire que par exemple, dès le plus jeune âge, quand on rentre à l'école, on apprend le français, les maths, etc. Comme on devrait apprendre le code pour que demain on soit polyvalent dans n'importe quel secteur qu'on emploie, parce que c'est quelque chose qui fait forcément partie de l'apprentissage d'une personne dans son parcours scolaire, quoi. Ouais. C'est pas tant moi qui le dis, c'est en l'occurrence l'éducation nationale aussi, française. Parce qu'aujourd'hui, on a poussé un peu, mais globalement, vous avez des cours d'algorithmie dès la 5e. Et demain, ce sera à partir du CM2, et puis de plus en plus, on va descendre. Donc, globalement, c'est une mouvance qui s'inscrit là dans le temps.
et qui permet assez rapidement de dire mes enfants, ils vont apprendre. Par contre, le préliminaire, c'est qu'on maîtrise lire, écrire, compter. Il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Et après, on passe sur la partie codée. C'est-à-dire que le code ne devient pas un outil de substitution à lire, écrire, compter. Loin de là. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut promouvoir, nous. C'est que la compréhension des compétences de base, elle passe par d'abord lire, écrire, compter. Et ensuite, on apporte cette partie plus code. C'est pour ça qu'on était plutôt satisfait de l'initiative de la 5e. Je pense qu'à partir du CM2, c'est le bon créneau pour commencer à aller sur comment je travaille sur l'algorithmique, ces principes-là. Parce que ça permet aussi d'aller sur la partie comptée qui est très très bien. S'il n'y a plus de questions, vous pouvez partir. Alors, dernier point, c'est à la fin, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça doit être ça. Voilà. Donc, pour répondre à la question de madame, on va donner l'information. Donc, ce sera sur le site de la CCI à partir de demain, la présentation. C'est ça. Hein. Demain, je ne sais pas quelle heure, mais demain dans la journée, quoi. Merci beaucoup de votre attention et de votre temps, et un de ces quatre, peut-être. Merci. Et merci au jeune homme qui a fait le micro aussi, et technique.